Voilà, de retour dans la grande émission. Comme promis, nous sommes vraiment dans les coulisses du Grand Parc. Alors, le décor en lui-même ici n'est pas le plus joli du Grand Parc, mais nous sommes derrière le Grand Carrousel, cet immense bâtiment qui abrite une scène, une salle de 3000 places, une très très grande scène qui est parfois recouverte d'eau à la fin du spectacle. Et là, nous sommes vraiment dans les coulisses. Vous voyez ici tous les comédiens du spectacle qui sont en train de répéter les combats, puisque c'est vraiment un spectacle de cap et d'épée que ce spectacle des mousquetaires de Richelieu. Suivez-moi, on va aller rejoindre Damien qui se trouve juste là, qui est lui le responsable du carrousel et qui dirige ce spectacle. Bonjour Damien, merci d'être là avec nous. Pourquoi répéter comme ça le spectacle dehors? Alors on n'est vraiment pas dans une scène, mais c'est indispensable pour eux d'acquérir les réflexes. Ces répétitions sont indispensables dans chaque spectacle pour une bonne mise en place du combat pendant le spectacle de mousquetaires. Aussi bien pour la mémoire, pour l'organisation et pour les différents rôles qui peuvent changer dû aux intervenants des différents spectacles. Comme là, il y a 3 personnes du Stadium gallo-romain qui viennent épauler l'équipe de mousquetaires. Donc comme il y a voire à 3 équipes qui interviennent au niveau du combat, pour la mémorisation, je me répète, et ainsi que toute la mise en place des différents combattants, on impose ces répétitions avant chaque spectacle de mousquetaires. On ne répète que les combats d'épée ici, pas autre chose. Alors on répète en priorité les combats d'épée, donc pour tous les différents garçons et filles au niveau du combat. Une deuxième phase après, que vous voyez là, tranquillement, les chevaux aussi s'échauffent individuellement. Et petit à petit, on va dire au début du spectacle, au début de la bande, tous les cavaliers sont habillés en costume du spectacle de mousquetaires pour un échauffement collectif qui dure entre 5 à 6 minutes. C'est l'échauffement des chevaux qui est nécessaire plus que celui des cavaliers. Exactement. Après, on va dire, c'est plus pour la mise en place du cavalier, pour tous les repères et tous les tops qu'on a pendant le spectacle. Et la difficulté d'un spectacle comme celui-ci des mousquetaires de Richelieu, où se situe la difficulté principale pour eux? La difficulté, souvent, c'est, on va dire, l'ambiance du spectacle. On a une scène qui est assez obscure, on va dire, pendant le spectacle. Et donc, on a des points de repère que là, on voit vraiment les différents acteurs du spectacle. En scène, c'est vrai qu'il y a des moments où, disons, l'éclairage est un peu plus sombre, où on a des moments vraiment sombres du spectacle. Il faut vraiment connaître le spectacle de A à Z, on va dire, pour vraiment le roulement et qu'on ne soit pas perturbé par les lumières, par le feu de l'action, parce qu'il y a ça aussi. On donne quand même une intensité assez forte et assez imposante pendant le spectacle. Donc, il faut connaître le combat par cœur pour ne pas avoir de soucis pendant le combat. Merci beaucoup Damien. Alors je crois que la répétition vient de se terminer. On va venir, Eric, on va aller voir justement ceux qui viennent de répéter ce spectacle. Ils sont une dizaine de comédiens sur scène à peu près pendant ce spectacle. En tout, on est un effectif de 30 personnes pendant le spectacle. Donc l'équipe de combattants, une dizaine, l'équipe de cavaliers, pareil, une dizaine de personnes, cavaliers, cavalières, des figurants, des régisseurs. Donc ça nous fait un effectif de 30 personnes pendant le spectacle. Alors on va aller voir Florent, qui est juste là. Florent, il va nous accorder quelques minutes. Bonjour. Vous interprétez quel rôle vous aujourd'hui? Parce que vous changez tout le temps. Ah oui, là je suis Aramis pour ce matin. Vous êtes parfois Bouton d'Or, le héros aussi. Voilà aussi. Voilà. On a un groupe de combattants qu'on peut tourner entre nous. Chacun apprend au minimum 3 rôles pour le spectacle. Donc ça nous permet de tourner, de nous reposer sur ce spectacle. Et souvent on a des rôles importants ou moins importants. Ça varie selon les spectacles. Une répétition comme celle-là, ça vous rassure avant? Oui, surtout pour la mémoire. On ne se permet pas de rentrer en spectacle sans savoir ça passe. Donc c'est déjà 50% du combat de gagner. Mais après, le jeu et l'intensité qu'on y met se fait avec le son et la lumière. Ça rassure aussi, parce que c'est très chorégraphié en fait finalement ces spectacles de KPDP. Oui, du début jusqu'à la fin, chaque passe est millimétré. Et chacun connaît son placement, je dirais. Et donc c'est important, si quelqu'un est mal placé et oublie sa passe, tout le reste derrière est gâché. Un peu de trac là avant de rentrer tout de suite là? Il y a toujours un petit peu, oui. Alors on va retrouver Florent, parce que je crois que vous avez rencontré Éric Chazeran il n'y a pas très longtemps, à qui vous avez appris les combats d'épée justement, c'est ça? Oui, voilà, il s'est très bien débrouillé. C'est un bon élève. Ah oui, c'est très bon. On va retrouver tout de suite Éric Chazeran donc pour un GTST spécial Puy du Fou en compagnie de Florent. Il a appris, enfin à sa manière évidemment, à se battre à l'épée. Regardez ça. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, pour les 30 ans du Puy du Fou, nous allons faire j'ai testé pour vous spécial cascade dans le Grand Parc. Et tout de suite, j'accueille Florent Monroe. Alors Florent, vous êtes cavalier cascadeur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je suis issu de l'Académie junior du Puy du Fou, qui a été créée il y a une dizaine d'années déjà pour former les jeunes bénévoles de la Cinécénie du Puy du Fou, désirant travailler sur le Grand Parc. Donc ici, ce sont de vraies cascades, hein. Voilà.
On est devant le grand carrousel où se déroule le spectacle Les Mousquetaires de Richelieu. C'est ça, tout à fait. D'où le costume. Le costume de mousquetaire. Un petit mot sur ce spectacle, il y a 40 acteurs, tout le monde peut jouer différents rôles. Voilà, sur ce spectacle ici, on a une quarantaine d'acteurs, donc cavaliers et cascadeurs confondus. Mais un cavalier peut très bien être combattant derrière, une danseuse peut être combattante aussi. Donc tout le monde a 2 casquettes et ça se passe très bien. D'accord, c'est un spectacle très chorégraphié, très visuel. Au niveau des chorégraphies, comment ça se passe? Alors, la chorégraphie pour ce spectacle ici, on a été formé donc sur 2 ans pendant les hivers avec un maître d'armes, Michel Carliez, qui nous a appris la base de l'escrime. Puis ensuite, on a dû intégrer des chorégraphies et des acrobaties pour pouvoir faire la scène des combats de mousquetaires de Richelieu. Il y a des cascades donc sur l'ensemble des parcs des sites du Grand Parc. Nous, on va se concentrer sur le grand carrousel. Il y a les mousquetaires, les spadassins. Voilà. Donc là, c'est un costume de mousquetaire. Voilà. Moi, je vais aller enfiler un costume de spadassin. D'accord. Et puis on va tester un petit peu les cascades qu'on voit pendant le spectacle. Voilà, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, hop. C'était simple à l'époque de s'habiller. Voilà. Le spadassin. Hop. Voilà. J'ai pas commencé les cascades et je suis déjà crevé. Nickel. Florent, on est équipé 2 pieds en cap, prêt à se battre, enfin prêt pas vraiment. Hein. Ah non, pas vraiment, parce que là, avant de commencer un duel, il va falloir apprendre toutes les gammes et qu'on parle le même vocabulaire. D'accord. Alors en parlant de vocabulaire, on va commencer, je crois, par les parades, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une parade? Alors, une parade, c'est d'où le mot parer un coup, c'est-à-dire savoir se défendre. Donc il y a la prime, la seconde, la carte, la tierce, donc, que je vais vous montrer tout de suite. Et d'accord. Ensuite, il y a les attaques, qui sont les fentes, attaque en tête, attaque en figure, attaque en pointe. Alors, dans un premier temps, nous sommes en position de garde, d'accord. Et la première parade de défense, la carte. Donc, je viens protéger, voilà, le côté. Puis la tierce, voilà. La prime, qui vient en bas. Et la seconde, voilà. On refait en position de garde, voilà. Carte, tierce, ici, prime, en bas, seconde, l'autre jambe. Très joli, très joli. Donc Florent, on a vu un tout petit échantillon là, il y a d'autres choses je suppose. Oui voilà, une petite partie, au Puy-Fou il n'y a pas que l'escrime, il y a aussi l'époque médiévale, l'époque romaine, l'époque des Vikings. Donc, les combattants sur le parc peuvent aller d'époque en époque et donc les acrobaties varient selon l'époque que l'on est. D'accord. Je suppose que le grand public ne peut pas avoir la chance, comme j'ai eu aujourd'hui, de tester toutes les acrobaties. En revanche, ils peuvent venir admirer votre travail. Ah, bien sûr, j'invite tout le monde dans la région et donc dans la France entière à venir nous voir au Puy du Fou. Et on sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup Florent. Au revoir. Eh bien, nous voici maintenant donc devant le carrousel. Le spectacle, à l'instant, vient de commencer. On va laisser se dérouler. On peut pas rentrer dans cette salle qui est quand même extrêmement sombre pendant ce spectacle, qui est vraiment une salle de la démesure avec un rideau qui fait, je crois, 80 mètres de long, qui doit être un des plus grands du monde. Une scène qui fait 2600 mètres carrés et qui s'immerge à la fin. Si vous n'avez pas vu le spectacle, c'est assez étonnant. Elle se transforme en un véritable miroir d'eau. Et puis une salle aussi de 3000 places et qui accueillera d'ailleurs au mois de décembre prochain l'élection de Miss France. Ça, c'est plutôt pour l'anecdote. Alors, je vais rejoindre quelqu'un qui est très important ici dans le parc du Puy du Fou, c'est Nicolas de Villiers. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur artistique du Grand Parc. D'abord, ça consiste en quoi cette fonction de directeur artistique? Vous avez la main sur tous les spectacles ici? Alors exactement. Le premier rôle du directeur artistique, c'est de vérifier que tous les spectacles gardent leur niveau de qualité. Et puis évidemment, le second rôle, c'est de concevoir, de participer à toute la conception, l'écriture des scénarios et des spectacles qu'on voit sur le Grand Parc. Alors par exemple, puisqu'on est ici devant le carrousel, ce spectacle-là, expliquez-nous un peu sa genèse. Il a pris un peu finalement racine dans l'histoire, comme tous les spectacles ici.
Exactement, le principe au Puy du Fou, c'est que on trouve toujours un lien avec l'histoire du Puy du Fou, parce que c'est important que nos visiteurs sentent que les héros qu'ils regardent dans nos spectacles ont pu exister ou ont existé réellement au Puy du Fou. Ici, les mousquetaires dont nous racontons l'histoire sont inspirés là aussi d'une histoire très très authentique. Et puis le scénario a évolué évidemment au fil de nos réflexions et de la création du spectacle pendant à peu près 3 ans. Il y a eu une quinzaine de scénarios qu'on a déchirés les uns après les autres pour ensuite arriver à ce scénario. Alors vous êtes entouré d'une équipe de scénaristes et de techniciens. Vous êtes une équipe de combien à peu près? Alors au départ, on est une équipe à peu près assez restreinte. Assez très restreinte, 5-6 personnes. Vous jetez des idées exactement. Sur On part d'une feuille blanche, on part souvent d'une époque. C'est une époque qui nous inspire et puis qui nous manque dans le parc et qu'on va fouiller d'abord historiquement, parce qu'on va d'abord chercher des personnages en lien avec le Puy du Fou, en lien avec l'histoire locale, et qu'on va ensuite auquel on va donner une dimension évidemment particulière et souvent romanesque. Donc oui, on fait une recherche au départ historique avec très peu de personnes et puis petit à petit on élargit le cercle. Ces 5-6 personnes deviennent une équipe de 20-25 personnes, puis sur un projet comme Mousquetaire, 500 personnes qui ont travaillé. Il peut y avoir plusieurs prototypes qui sont travaillés en même temps. C'est-à-dire vous êtes sur plusieurs idées ou vous vous concentrez uniquement sur un spectacle? Oui, bien sûr, on travaille sur plusieurs idées. On a comme ça plusieurs projets en cours. On travaille actuellement sur les projets 2009, 2010, jusqu'à 2013. Donc, on n'hésite pas à travailler plusieurs projets en même temps. Il peut y avoir un prototype qui, au final, vous vous rendez compte, ça va pas passer dans le Grand Parc, ça ne correspond pas à l'identité du Grand Parc et finalement vous mettez à la poubelle. Exactement. Ça nous arrive de faire fausse route et de travailler sur un projet, puis tout d'un coup de se rendre compte qu'il ne correspond pas à ce qu'on veut faire. On n'est pas. En général, quand on n'est pas inspiré sur un projet, c'est qu'il n'est pas fait pour naître au Grand Parc. Qu'est-ce qu'il faut finalement pour qu'il passe de l'état de concept à l'état d'attraction dans le Grand Parc? La condition sine qua non, c'est quoi? Évidemment, d'abord beaucoup de travail, mais surtout une cohérence avec l'ensemble. Il faut qu'on tient au Puy du Fou à garder notre unité, notre homogénéité artistique. Et je crois que c'est ce qui fait la force du Puy du Fou, c'est quand le visiteur rentre dans le parc, il trouve une sorte de parenté, de cousinage entre les différents héros des spectacles, même des animations. Et parce qu'évidemment, c'est la même équipe qui conçoit l'ensemble. Alors là, vous travaillez sur des nouveautés. J'ai entendu parler d'un spectacle nocturne l'année prochaine. C'est toujours d'actualité? Oui, en 2009, un spectacle nocturne dont on dévoilera évidemment le nom et ce qu'il présentera dans les mois qui viennent. Ce qui est assez étonnant quand on visite les attractions et si on vient chaque année, c'est que finalement elles évoluent les unes les autres. Vous apportez toujours une petite touche supplémentaire. C'est pour donner aux gens envie de revenir ou exactement. C'est aussi pour votre propre plaisir? C'est notre propre plaisir, mais c'est le plaisir des visiteurs. C'est très important qu'un spectacle, quand vous savez, on sent qu'il n'est pas tout à fait terminé dans notre esprit, même s'il est abouti naturellement pour le visiteur. On présente jamais un spectacle qui n'est pas abouti. Donc il est abouti dès le premier jour d'ouverture, parce qu'on tient que d'avril à septembre tout le monde voit la même chose. Mais d'une année sur l'autre, on n'hésite pas à faire évoluer un spectacle quand on sent que il peut gagner en rythme. Alors il y a aussi les Puy-Folais qui testent ces spectacles. Ce sont les premiers testeurs, les premiers spectateurs à chaque fois, et vous pouvez faire des retouches en fonction de leur avis. Exactement. On ouvre en général quelques jours, une semaine avant l'ouverture au public. On ouvre le parc seulement pour les Puy-Folais. Donc ça fait 3000 personnes, quoi. Voilà, 3200 Puy-Folais qui testent nos spectacles et en particulier nos nouveautés. Et de cette manière, on sent avec ce premier public l'impression. Vous savez, c'est que lorsqu'on a le public qu'on sent si l'émotion passe ou si l'émotion passe pas. Et les Puy-Folais sont pour ça un public formidable pour tester toutes nos activités, parce qu'ils sont à la fois indulgents parce qu'ils savent que c'est une préouverture, mais en même temps très exigeants parce que eux-mêmes ils sont habitués à la scène. Ce sont des acteurs et donc ils savent très bien que nous visons l'excellence, et donc ils sont capables d'être très critiques. Et ça nous permet d'avancer et de faire évoluer dans les derniers jours les dernières retouches, disons, qui permettront d'amener vraiment le rythme au spectacle. Merci beaucoup Nicolas Devillon. On va retrouver justement un Puy-Folais maintenant. Il s'appelle Olivier Souris. Vous le connaissez sans doute. Il est Puy-Folais depuis 28 ans. Je crois qu'il est le responsable de la cabane 13 vents. C'est comme ça que dans l'allée romaine. Anthony Jamin l'a suivi pendant toute une soirée. C'était lors de la dernière répétition de la Ciné-Scénique qui cette année, vous le savez, a connu une très grosse évolution, notamment son final avec des jets d'eau très impressionnants. La première, c'est le 7 juin. C'était le 7 juin. C'était le 7 juin. Et ça a eu un gros succès parce qu'on a eu une standing ovation à la fin qu'on n'avait jamais eu à ce point dans nos tribunes. Donc on est très heureux de notre nouveau final de la Ciné-Scénique. Si le président de la République se lèvera lui le 14 juin, puisqu'il sera là ce samedi pour assister à la Ciné-Scénique. On va retrouver Olivier Souris. C'est une aventure en 2 épisodes qu'on vous propose. Voici donc le premier épisode. On le retrouve juste avant le début du spectacle. Regardez.
Pierre Williamson aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avant que les Puy-Follets arrivent, je leur attribue leurs différents rôles. Puisque chaque acteur, pendant les 2 heures de spectacle, va avoir 5 rôles différents à assurer. Donc ils ont juste à prendre les tenues qui vont correspondre au rôle, les mettre dans leur casier, et puis logiquement, il n'y a aucun problème, le spectacle peut commencer. Ils ont les dates des 28 séances, ils doivent en assurer 14. Ils vont nous les redonner, et on sait tous les soirs qui est présent. On essaye d'attribuer les rôles par rapport aux personnes. Il y a des rôles où il faut être quand même suffisamment costaud, il y a des accessoires à porter, et tout le monde ne pourrait pas le faire. Et puis par rapport à la tenue, après, on a des tenues qui sont à peu près standards, mais les tenues de page, par exemple, vont correspondre beaucoup mieux à des jeunes, des adolescents, qu'à des gens de 50 ou 60 ans. Alors en fonction de ça, on essaye de faire au mieux, généralement ça se passe bien. Quand vient le mai de la quintaine, c'est moi qui dispose les mannequins figurant les traîtres et les païens. C'est ce qu'on appelle la quintaine. C'est une fête de chevalerie. C'est-à-dire que les seigneurs, dans les différents châteaux, participaient à des joutes, des jeux, et s'affrontaient en faisant le spectacle de la quintaine. Et on sait que dans la région, il y avait ces fameux spectacles, entre autres, au château de Mortagne. Alors, on va avoir 3 minutes à peu près pour changer de scène, là. Parce que là, on change totalement de tenue. Nous avions les tenues Moyen-Âge, on va passer en tenue de révolution, pratiquement, de soldats vendéens. Le soldat vendéen, vous allez voir, c'est la période des guerres de Vendée, même avant les guerres de Vendée. Donc on va reprendre directement les grands chapeaux à rabat, des vestes de Vendéens, pantalons, chemises et sabots de bois, bien sûr, que l'on va garder maintenant jusqu'à la fin du spectacle. Ça va être la scène de la guerre, et en particulier pour nous, dans le groupe 03, la mort de Bonchamp. Alors on envoie tous nos effectifs sur scène. Les plus jeunes seront donc, je vous le disais tout à l'heure, en vendéen. Les plus anciens, eux, en bleu, soldats républicains. Ils vont s'affronter, scène de guerre. Et puis on a un jeune de chez nous qui assure le rôle principal de notre groupe, Bonchamp. Bonchamp traînait sur un brancard, blessé à mort, comme un signe de la main. Les Vendéens crient « Vengeance !» On avait Bonchamp, qui était notre rôle principal, qui est mourant sur son brancard. Donc nous, à côté, on était les accompagnateurs, on était les porteurs de Bonchamp. On faisait partie de son armée, tout simplement. Et c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos ancêtres, c'est l'histoire de la Vendée, c'est le symbole du Puy du Fou. Hein. Voilà les suites d'Olivier Souris, le Puy-Follet, pendant la cinécénie. Ce sera dans l'émission de demain, toujours dans ces coulisses du Grand Parc du Puy du Fou. On va y retourner dans ces coulisses dans quelques instants. Nous serons juste derrière le décor de la bataille du Fort de l'An 1000, ce magnifique spectacle des Vikings. Nous serons avec les acteurs du Fort de l'An 1000 dans un instant, après la pause. À tout de suite.